Donc, j'ai juste remis l'image parce que tu vois, quand on en parlait juste avant, que comme on demande les images avant l'expo, puis que des fois, c'est des projets qui sont déjà réalisés, puis d'autres fois, c'est des projets qui ne sont pas réalisés. Mais comme je savais ce que je voulais faire, mais j'avais rien fait, quand on m'a dit, on m'a dit, tu vas avoir l'expo vers telle date, tout ça, j'ai fait cette image-là, puis je pense que quand même si c'est pas ce qu'il y a dans l'expo, c'est vraiment l'esprit du projet ici qui était de réfléchir sur notre manière d'être dans l'espace, notre manière d'être présent dans l'espace, puis bon, dans ce cas-ci, puis dans ma pratique actuellement, ça passe beaucoup par le son. Donc, c'est toujours d'ailleurs difficile à rendre en image parce que pour la documentation et tout ça, l'essentiel est toujours dans le... je vais commencer juste par cette citation-là de Georges Perec parce que j'ai brassé toutes les présentations que j'avais faites puis tout ça, puis je suis retombée sur cette citation-là que j'aime beaucoup puis que je pense que c'est ça que j'essaie de faire dans ma vie. Donc, de pas lire par-dessus, je vais la laisser lire parce que je trouve ça toujours drôle, mais essentiellement de absolument rien prendre pour acquis, puis surtout pas les choses les plus simples, mais de toujours être en train de se demander pourquoi on s'assoit sur des chaises, pourquoi on marche comme ça, puis je pense que je pense que la chose qui me fait le plus mal, ou qui me rend le plus triste dans la vie, c'est le conformisme, puis peut-être que pour ça, mon travail, c'est vraiment de questionner des choses un peu de base, comme juste être là, être présent, puis qu'est-ce qui se passe quand on est présent, puis comment on peut comme jouer avec certains petits éléments de l'espace pour changer cette perception-là, ou en tout cas nous faire regarder les choses autrement, ou nous faire voir qu'on regarde comme ça, qu'on pense comme ça. Puis je trouve que c'est une des belles citations de Georges Perec dans ce sens-là. Ok, je vais passer sur... donc, je me demande, comme j'ai un travail d'artiste très spatial, puis je fais beaucoup de sons, mais je ne vais jamais me nommer une artiste sonore parce que je me situe pas dans la lignée des artistes qu'on peut appeler des artistes sonores. Mon cheminement et, je veux dire, mon chemin vers le son vient vraiment d'un travail d'installation dans lequel le son est devenu comme un autre élément qui tout d'un coup me permettait de poser mieux les questions que je me posais par rapport à l'espace. Je pense que j'essaie aussi de trouver une espèce de lieu où on est à la fois en train de sentir physiquement, de penser, de ressentir, puis que ce mélange-là parte ni dans une direction ni dans l'autre, puis devienne comme un mélange un peu complexe qui fait qu'on ne peut pas, en tout cas, on ne peut pas réduire facilement cette expérience-là. C'est ça que j'essaie de trouver, qui n'est pas toujours réussi, ou en tout cas qui n'est pas toujours comme j'aurais aimé, mais c'est un peu sur ça que je travaille. Je vais sauter des choses. Je vais commencer par un projet qui n'est pas du tout sonore pour après passer pour une espèce de progression de plusieurs projets que j'ai faits qui incluaient une dimension sonore, mais parce que c'est un projet dans lequel je me pose les mêmes questions, mais dans un contexte tellement différent que je trouvais pertinent d'en parler parce que ça montre un peu comment je réfléchis aussi. Donc, je vais parler d'une intervention que j'ai faite en collaboration avec Darda, son artiste, qui s'appelle Les mots, puis qui vient encore une fois d'un questionnement sur... en fait, qui vient d'une réflexion sur la langue, sur les mots qu'on utilise, puis sur le fait que des fois on absorbe des mots sans trop se demander ce qu'ils veulent dire, puis on les prend dans notre vocabulaire, qui deviennent comme partie prenante de notre pensée, puis on oublie peut-être qu'est-ce qu'ils apportent avec eux. Bon, je ne vais pas raconter toute l'histoire de ce projet-là, mais pendant que je cherchais l'histoire de certains mots, je suis tombée sur un livre de quelqu'un qui a répertorié tous les mots qui sont apparus dans le dictionnaire, dans le Petit Larousse illustré, pendant le 20e siècle, puis tous les mots qui sont disparus pendant ce siècle-là aussi. Moi, je me suis mis à regarder les listes, puis naturellement, il y a beaucoup de mots techniques. Il y a, par exemple, dans les années 60, toute l'apparition du vocabulaire sexuel, parce qu'avant, c'était réservé aux dictionnaires médicaux. Il y a des tonnes de choses étonnantes dans
dans ce dictionnaire-là, mais qui est en fait vraiment juste une énumération, il n'y a pas de commentaires sur rien, c'est juste la liste des mots. Puis j'ai trouvé fascinant comment il y a des catégories de sens qui sont apparues pendant le 20e siècle à travers ce vocabulaire-là. Entre autres, je ne sais pas moi, des centaines de mots autour de l'idée de la catastrophe, de la peur. Bon, puis j'ai commencé à jouer avec ça en cours de route parce que je voulais faire une intervention dans la ville, donc d'écrire les mots dans la ville. J'ai demandé à des amis, à des gens que je connaissais si ça leur tentait de participer à une performance. Donc j'ai jumelé des mots apparus, disparus, comme par exemple le mot à gauche, c'est biophilie, qui veut dire amour de la vie, mais qui a disparu en 1919. Puis bon, assurance vie qui est apparu en 2001. Donc des espèces de couples un peu comiques, mais juste pour qu'on regarde, qu'on ait un regard, la photo tombe pas bien, mais il y avait par exemple Inuktitut qui est apparu en 1994 et Désaveuglé qui est disparu, je sais pas trop quand, mais qui veut dire sortir quelqu'un de son aveuglement. Donc ça me faisait beaucoup réfléchir, les mots qui disparaissent, les mots qui apparaissent aussi. Il y a eu beaucoup de mots. Dans les années 20, il y a énormément de mots qui sont disparus, qui étaient comme pas très propres, ou qui étaient vraiment qui étaient plus associés aux mœurs légères, tout ça. Donc il y a eu comme un nettoyage. Les années 80, énormément de mots autour de l'ordre, le classement, le tri, les catégories, tout ça. Donc ça devenait vraiment intéressant. Et je me suis dit, je vais faire. Donc voilà, mais ça c'était comme une manière pour moi de juste comme voir ces mots-là dans la ville, puis d'un peu jouer avec ça, sans que ça devienne vraiment une œuvre. Il faudrait que ça soit, je pense que pour que le projet soit mené à terme, il faudrait qu'on soit comme une centaine, c'est pas impossible, mais bon, un nom à venir. Ah, puis après, je suis allée installer ces mots-là dans des viaducs dans la ville, alimentés par la batterie, puis je les ai laissés là jusqu'à temps qu'ils se fassent vraiment voler. Donc, la suite du projet, c'est les mots qui ont été écrits dans la ville. Donc, j'ai fait des séries avec des thèmes, j'étais à peu près la seule à pouvoir connaître, là, en lien avec les endroits où je les inscrivais. Par exemple, juste milieu est un mot qui a disparu en 1984, puis immesurable a disparu aussi, mais qui était en lien avec toutes sortes d'appareils pour mesurer, des mots qui apparaissent autour de l'idée de la mesure. Ça, c'était une catégorie un peu plus justement mœurs légères, plein de mots qui ont disparu que j'ai mis autour de l'espace libre à Montréal. C'était dans le quartier, c'était dans le centre-sud. Peut-être pas passer ça. Oui, devant, il y a une compagnie de tabac qui est sur Ontario, donc j'ai fait une longue série autour des termes économiques qui sont apparus, puis d'autres termes qui signifiaient plutôt rien faire, perdre du temps, traîner, qui sont eux disparus. Donc j'ai comme mis ces mots-là en lien les uns avec les autres, mais la série est assez troublante, là, où il y a, je sais pas, des termes plus légers comme calculatrice, mais après ça, semi-liberté, surexploité, sous-humanité, bon, tous ces termes-là qui apparaissent dans le vocabulaire. Puis il y avait l'enjournoyer qu'on avait tantôt qui veut dire passer sa journée à ne rien faire. Donc, ce projet-là, pour moi, c'est un projet qui m'a apporté beaucoup parce que autant je trouve que l'espace ultime dans lequel j'aimerais intervenir, c'est l'espace public, autant je trouve que c'est un espace délicat, puis que j'ai beaucoup de réserve par rapport à la place que les artistes doivent prendre dans cet espace-là. Autant je suis très intéressée par cet espace-là qui, comme je dis, c'est l'espace qui est pour moi le plus précieux. Autant je ne trouve pas nécessairement que ce sont les artistes qui devraient avoir une place avant d'autres catégories de citoyens. Puis je trouve souvent que c'est assez délicat. Par exemple, j'étais dans des situations où il y a des gens qui font une sculpture en art public, qui s'offusquent parce qu'il y a un graffiti sur leur sculpture, et non, de manière, je trouve selon moi exagérée, mais c'est quand même, ça met en question des questions importantes, du genre, est-ce que parce que toi tu fais une sculpture, c'est plus un espace public, est-ce qu'au contraire, c'est pas plus intéressant qu'il y ait un graffiti sur ta sculpture, parce que là, tout d'un coup, il y a quelque chose qui devient vivant, puis ça devient vraiment un espace public. C'est des questions qui m'intéressent, puis avec ce projet-là, ce que j'ai trouvé bien, c'est que quand j'ai inscrit ces mots-là dans la ville, c'est que j'ai parlé avec toutes les tranches sociales. Il y a quelque chose, en tout cas dans le ton, qui pour une fois, je trouvais
les choses que je fais, je trouvais juste, qui a fait qu'il y a des discussions qui ont eu lieu autour de ce projet-là dans la rue, qui me croisaient vraiment, je sais pas, moi j'ai eu une discussion avec une dizaine de personnes de tout groupe social confondu, puis je trouvais ça vraiment riche comme expérience. Puis étonnamment, donc c'est ça, ces mots-là, ils sont restés, je sais pas, 2 ans sur les trottoirs, puis ils n'ont jamais été rayés ou quoi que ce soit, sauf une série, je vais aller là tout de suite. Il y a Inconquis qui disparaît à un moment donné parce que j'imagine qu'il n'y avait plus d'espace à conquérir. Excusez-moi. C'est ça. OK. Donc, cette série-là, il y a une série qui était un peu plus dirigée, dans le sens où j'allais situer devant une église, puis elle commençait par le mot intégrisme. Puis, donc, les termes étaient quand même, puis il y avait barbarisme qui disparaissait, monarchisé, des mots comme ça. C'était vraiment comme une série plus sur le pouvoir, puis je l'ai institué directement, ça a commencé devant la porte centrale d'une église, puis il y avait 8 mots, je pense, quelque chose comme ça, puis ça finissait par recontinuer, qui avait disparu. Donc, cette série-là était moins... toutes les autres étaient comme assez ouvertes, dans le sens que oui, on pouvait trouver une ligne directrice, mais c'était moins pointu. Puis la première nuit, ça a été barré comme ça, mais super proprement, là, juste couvert en noir, et le mot, et la date, tous les mots. Puis ça, ben, justement, pour moi, c'était pas, je veux dire, j'aurais aimé ça dure un peu plus longtemps, je sais pas quoi, mais je peux pas être fâchée de ça, dans le sens où les gens savent pas, premièrement, que moi j'ai un permis nécessairement pour faire ça, parce que ça pourrait être n'importe qui fait les pochoirs dans la ville. Puis tout d'un coup, il y a quelqu'un qui a réagi à cette chose-là, puis qui a dit non, moi je veux pas ça ici. Donc, imaginez que ça venait de l'église, mais ça peut venir de n'importe où. Donc, en tout cas, pour moi, ça, c'était comme, OK, ça veut dire que l'espace public est encore vivant, c'est encore un lieu de discussion, il y a encore des chocs d'idées, c'est pas comme une mauvaise nouvelle. Donc, je vais juste mettre la définition. J'avais mis intégrisme parce qu'on est naturellement dans la folie musulmane, mais on n'avait pas encore le premier calife, on n'était pas encore dans le califat musulman à cette époque-là. Mais c'était juste pour rappeler aussi que le mot intégrisme apparaît associé aux catholiques, donc tendance doctrinale des catholiques qui refusent toute adaptation. C'est la définition de 1959 qui finalement en 2006 devient liée à toute forme toutes sortes de religions. Bon, voilà. Je vais passer très vite sur les vieux projets, c'est juste pour peut-être montrer comme une espèce de lien entre les différentes interventions sonores, le rapport au son dans l'espace. Je ne vais pas décrire, c'est pour les plusieurs personnes ici de toute façon qui connaissent ce projet-là. Donc, c'est un projet qui est fait en collaboration avec Héloïse Oudy, qui est une autre artiste. On a rencontré à peu près 1000 couturières dans toutes sortes de conditions sur leur lieu de travail, puis on leur demandait à quoi elles pensaient en travaillant, puis elles nous écrivaient dans leur langue les pensées qu'elles avaient en travaillant. On a cousu ces pensées-là à l'intérieur de cette grande jupe-là. Mais donc, on entrait à l'intérieur de la jupe, on pouvait lire les pensées des femmes. En parallèle, dans l'autre salle, on va passer là. Donc, ça, c'est l'intérieur de la grande jupe. On avait caché les haut-parleurs dans les murs, puis on avait diffusé les entrevues avec certaines des couturières dans les murs. Donc, déjà, dans ce projet-là, ce qui nous avait intéressé les deux à l'époque, c'est un rapport au corps particulier dans la relation à l'écoute, un engagement aussi du corps dans cette relation-là, puis une relation intime, donc comme un intérêt pour la relation intime générée par l'écoute. Donc, c'est un autre exemple. Donc, il y avait des trous à toutes sortes de hauteurs, il y avait des dizaines de trous dans l'espace. Puis on entendait les entrevues dans chacune des langues d'origine des femmes interviewées.